Ce midi au Radio-Journal, le Canada et l'Allemagne présentent leur stratégie pour aider les pays moins nantis à lutter contre les changements climatiques. Et des fonctionnaires fédéraux opposés à la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ripostent à quelques jours de la date butoir. Bonjour, ici Joanne Prince. À une semaine de la conférence des Nations unies sur le climat de Glasgow, en Écosse, le Canada et l'Allemagne ont présenté ce matin un plan international pour aider les pays moins nantis à lutter contre les changements climatiques. Ils estiment qu'ils pourront réunir 100 milliards de dollars américains par année pour permettre à ces pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et Daniel Thibeault, c'est une promesse ambitieuse. Pour ainsi atteindre l'objectif que s'étaient fixé, Joanne, les pays membres, afin d'aider les pays en développement pour financer les initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que le 100 milliards de dollars par année, il va être atteint en 2023 plutôt qu'en 2020, comme on l'avait originalement souhaité. Selon le ministre canadien de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, c'est la participation du secteur privé qui est plus faible que ce qui avait été anticipé et qui explique que la cible sera atteinte plus tard que prévu. N'empêche, pour le ministre Wilkinson, cela demeure un élément important du plan de lutte au changement climatique qui sera discuté à Glasgow plus tard cette semaine. On l'écoute. Nous pensons que des progrès significatifs seront réalisés en 2022 et que l'objectif de 100 milliards de dollars devait être atteint de 2023 et au cours des années suivantes jusqu'en 2025. Nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et Daniel, Justin Trudeau sera à Glasgow. Voilà, il a annoncé ce matin, le premier ministre, qu'il irait en Europe à la fin de la semaine, d'abord pour rencontrer son homologue des Pays-Bas, puis ensuite pour participer au sommet du G20. Il sera à la COP26 à Glasgow en début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Daniel. Au plaisir. À quelques jours de la date butoir pour imposer la vaccination contre la COVID-19 dans la fonction publique fédérale, des employés s'organisent pour éviter de se plier à ce décret du gouvernement Trudeau. Juliane Lapointe est à Ottawa. Alors, Juliane, il y a 200 employés qui entament une action en justice pour contester la constitutionnalité de la politique fédérale. Deux avocats de Montréal, Michael Berman et Daniel Romano, qui confirment qu'ils préparent une action en justice après avoir été approchés par plusieurs fonctionnaires fédéraux inquiets. Ils estiment que la politique qui oblige les fonctionnaires à être pleinement vaccinés, sans quoi ils se retrouveront en congé sans solde à partir du 15 novembre, est inconstitutionnelle. Leur objectif, c'est d'obtenir une ordonnance du tribunal pour suspendre cet échéancier qui a été fixé par le gouvernement fédéral. Et il y a déjà, comme vous le disiez, plusieurs fonctionnaires qui se sont joints au dossier, dit l'avocat Michael Berman. Pour l'instant, j'ai le mandat de presque 200 fonctionnaires de l'une côte à l'autre. Ça veut dire partout le Canada. Et en attendant, Juliane, les fonctionnaires s'organisent entre eux pour éviter de se faire vacciner. Il y a tout un mouvement qui s'organise en coulisses, surtout sur le web. Un groupe, par exemple, qui représente des milliers de fonctionnaires, Feds for Freedom, qui a créé une page web, des forums d'échange où les fonctionnaires partagent des conseils, de la documentation pour tenter d'éviter de se plier à la politique de vaccination. Certains cherchent comment arriver à convaincre son gestionnaire d'être exempté pour des motifs religieux, par exemple. Les porte-paroles du site disent que toutes les démarches et la documentation qu'ils partagent est légale. Je rappelle que les fonctionnaires ont jusqu'à vendredi pour dévoiler leur statut vaccinal à l'employeur. Merci, Juliane. Je vous en prie. Et au Québec, François Legault ouvre la porte à un autre report de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Le premier ministre envisage la possibilité d'appliquer le décret seulement dans certains secteurs et régions, plutôt que partout dans la province à compter du 15 novembre, en raison du manque de personnel. Voici François Legault. On a à peu près 3 % des infirmières qui ne sont pas vaccinées actuellement. Ça peut sembler peu, mais à certains endroits, c'est beaucoup. Là, on le voit, les choses s'améliorent à certains endroits. Donc, il y a des endroits où on va pouvoir être un peu plus dur pour le 15 novembre. Mais il y a peut-être des endroits où on n'y arrivera pas. On va regarder la balance des inconvénients. Près de 20 000 travailleurs de la santé ne sont toujours pas adéquatement vaccinés contre la COVID-19, selon le plus récent bilan publié par le gouvernement Legault. En Ontario, la majorité des commerces qui exigent le passeport vaccinal n'ont plus de limite de capacité, entre autres les bars, les restaurants et les salles d'entraînement. Cet assouplissement fait partie du plan de déconfinement qui prendra fin en mars 2022 avec l'arrêt du port obligatoire du masque. Les précisions de Stella Dupuis.
Depuis ce matin, plusieurs établissements qui doivent imposer le passeport vaccinal n'ont plus besoin de limiter leur nombre de clients en Ontario. Les restaurants, les bars, les casinos et les salles d'entraînement peuvent donc désormais remplir leurs salles. À compter d'aujourd'hui, d'autres commerces ont également la possibilité d'exiger la vaccination. En échange, ils n'auront plus à limiter le nombre de clients ni à faire respecter la distanciation physique. Cette directive s'applique à des endroits comme les salons de coiffure, des musées ou encore des sites historiques. Ces changements surviennent alors que la province recense moins de 400 nouveaux cas de coronavirus pour un 3e jour de suite. Santé publique Ontario recense précisément 326 nouvelles infections et aucun décès supplémentaire. 369 nouvelles guérisons ont aussi été rapportées. Il y a un an, jour pour jour, la situation était plus critique. La province rapportait alors plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus. En matière de vaccination, près de 84% des Ontariens ont d'ailleurs reçu 2 doses de vaccin contre la COVID-19. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Au Soudan, au moins 3 personnes ont été tuées, 80 autres blessées par des tirs de l'armée lors de manifestations organisées en réaction au coup d'État militaire à Khartoum. Les soldats ont aussi arrêté de nombreux dirigeants civils et même le premier ministre. Léo Kalinda a préparé ce qui suit. Le général Al-Burhan a annoncé la révocation des autorités de transition et décrété l'état d'urgence. Immédiatement, l'Association des professionnels soudanais a appelé les organisations civiles à descendre dans la rue. Les syndicats appellent à la désobéissance civile. L'armée a tiré à balles réelles. Toute la semaine dernière, des dizaines de milliers de Soudanais ont participé à des manifestations rivales dans plusieurs villes du pays. D'un côté, ceux qui soutenaient le transfert complet du pouvoir aux civils. Face à eux, d'autres protestataires exigeaient le retour au régime militaire. La communauté internationale condamne le coup d'État. Elle réclame un rétablissement urgent des communications et de l'Internet, ainsi que la libération rapide des dirigeants civils, dont le Premier ministre. La Ligue arabe et l'Union africaine exhortent toutes les parties à respecter le partage du pouvoir. Un accord de transition avait établi un conseil de souveraineté que dirigeait le général Al-Burhan depuis 2019, après le renversement du dictateur Omar al-Béchir. Ici Léo Kalinda, Radio-Canada, Montréal.